Mes chers collègues, bonjour. Je vous propose de commencer notre matinée d'audition. Nous auditionnons donc ce matin Madame Anne Thiébaut, directrice, et Monsieur Laurent Bailly, directeur adjoint des risques professionnels de la Caisse nationale de l'assurance maladie, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Mes chers collègues, dans le cadre donc de nos travaux sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, sur le PLFSS pour 2026, nous accueillons ce matin Madame Thiébaut et Monsieur Laurent Bailly. Je vous précise que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo. Elle est diffusée en direct sur le site du Sénat et sera disponible en vidéo à la demande. Madame, Monsieur, le PLFSS pour 2026 marque un tournant pour la branche AT-MP. Celle-ci devrait retomber en déficit dès 2025 pour s'y maintenir de manière durable au cours des prochaines années. Pour ce qui concerne les mesures relatives à la branche, outre le traditionnel reversement de la branche AT-MP à la branche maladie, maintenu à 1,6 milliard d'euros, on relève principalement la réforme des conditions de reconnaissance des maladies professionnelles dans son article 39 et l'ouverture d'un versement d'un capital décès aux ayants droit des non-salariés agricoles décédés à la suite d'un sinistre professionnel. C'est l'objet de l'article 40. Madame, Monsieur, je vais à présent vous laisser commencer cette audition par un propos liminaire dans lequel vous nous donnerez la vision de votre caisse sur ce PLFSS 2026 et plus particulièrement sur la branche AT-MP qui nous mobilise ce matin. Les membres de la commission pourront ensuite vous interroger en commençant bien sûr par notre rapporteur de la branche AT-MP, notre collègue Marie-Pierre Richet. C'est à vous. Merci, bonjour à tous, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Effectivement, une déclaration préliminaire un peu habituelle qui reprendra peut-être pour replanter le contexte de notre branche accident de travail et maladie professionnelle qui n'est pas forcément la plus connue au sein de l'institution de la sécurité sociale, avec qui a quelques spécificités, notamment une démarche assurantielle à hauteur d'à peu près 17 milliards d'euros de dépenses de santé annuelles, dépenses auxquelles l'ensemble des missions de la branche contribuent. La branche prévient les risques professionnels qu'elle indemnise et elle en répercute le coût dans un dispositif de tarification au sein des cotisations AT-MP payées uniquement par les employeurs. À ce titre, évidemment, comme vous l'avez souligné, l'ensemble de la branche, sa gouvernance paritaire et sa direction au sein de la Caisse nationale d'assurance maladie sont particulièrement sensibles aux résultats financiers portés par ce PLFSS qui présente dès cette année une situation de déficit s'aggravant dans les années à venir jusqu'à 0,9 milliards d'euros en 2028. La spécificité de la branche, c'est aussi cette activité de reconnaissance du caractère professionnel des accidents et des maladies et donc la prise en charge de dépenses de santé, processus intégré au sein des caisses primaires d'assurance maladie et qui repose sur un compromis fondateur de 1898 dans une recherche d'équilibre entre le financement des employeurs sous forme des cotisations sociales et une réparation forfaitaire des conséquences de ces sinistres. Je signale aussi que la branche AT-MP, depuis 2018, est responsable de la gestion du C2P, le compte professionnel de prévention, c'est-à-dire l'ancien dispositif pénibilité, plus connu sous ce nom. Peut-être juste avant d'en venir aux mesures de ce PLFSS, l'actualité de la branche depuis 2 ans est marquée par les travaux autour de la réforme des rentes, travaux importants et auxquels la gouvernance de la branche est très étroitement associée, puisqu'il s'agit d'une transposition de l'ANI signée en 2023. Et ces travaux ont démarré par le cadre législatif du LFSS précédente, l'article 90, qui posait le cadre législatif de la modification de cette indemnisation par rente viagère ou par indemnité en capital de l'incapacité permanente qui résulte d'un sinistre, accident de travail ou maladie professionnelle. Cette réforme est importante car elle a une visée d'augmentation de l'indemnisation des salariés concernés, puisqu'on va rajouter l'indemnisation de nouveaux préjudices que sont le déficit fonctionnel permanent, là où jusqu'à présent, la rente n'indemnisait que la part professionnelle des conséquences de ces sinistres. On est donc dans une couche d'indemnisation supplémentaire, si je peux dire, et donc
un but final d'indemnisation supplémentaire qui est chiffré à 500 millions d'euros de plus pour la branche d'ici quelques dizaines d'années, puisqu'on est sur des retraites et des rentes viagères. Donc pour autant, c'est une charge évidemment qui s'inscrit dans la durée à la charge de la branche. Dans ce contexte, ça me semblait important de le rappeler au regard de la trajectoire financière de la branche. J'en profite pour dire que cette réforme sur laquelle les partenaires sociaux et la DSS et la DRP évidemment travaillent activement depuis un an pour en définir le socle réglementaire, doit atterrir en juin prochain, ce qui est une échéance extrêmement courte, extrêmement tendue, compte tenu de la technicité des activités qui sont sous-jacentes à cette mise en œuvre réglementaire. Donc on aura sans doute un peu de difficulté à tenir cette échéance. L'actualité de la branche AT-MP, c'est aussi évidemment la première année de mise en œuvre de la COG AT-MP qui a été signée en juillet 2024, donc un peu plus tardivement que pour les autres branches. COG qui porte, on en avait parlé l'année dernière évidemment, des enjeux forts d'investissement supplémentaire en prévention qui là aussi sont une charge supplémentaire pour la branche. Là aussi à remettre dans le contexte de son résultat annoncé et prévisionnel, avec une augmentation de son budget de prévention de 14% à peu près chaque année, enfin, en moyenne d'ici 2028. Une augmentation de préventeurs, de préventeurs qui se rendent au sein des entreprises pour déployer des programmes de prévention de longue durée. Une augmentation aussi de financement d'aides financières aux entreprises. Vous le savez, il y a eu la création l'année dernière du fonds d'investissement pour la prévention de l'usure professionnelle, le FIPU, qui là aussi est une charge supplémentaire à inscrire aux dépenses de la branche, et une augmentation des budgets de 2 organismes qui ne sont pas des organismes de sécurité sociale, mais comptent dans le réseau AT-MP, l'INRS et Eurogip. Donc cette charge de prévention est là aussi une charge supplémentaire à imputer aux dépenses de la branche et de manière relativement significative, s'agissant notamment des aides financières aux entreprises. Si l'on cumule les 2 fonds de la branche, le FNPAT historique et le FIPU récemment créé, on a 270 millions de crédits budgétaires pour les aides financières aux entreprises. Tous ces éléments d'actualité, et je vais essayer de ne pas être trop longue, évidemment, souscrivent à la trajectoire financière de la branche et à son résultat annoncé de déficit dès 2025, dans le contexte, bien sûr, de l'ensemble des autres branches, et en particulier de la branche maladie, puisque notamment la branche AT-MP est particulièrement concernée par la croissance de ses dépenses d'indemnité journalière, qui est entre 6 et 10% annuels depuis 2020, et reste à un très haut niveau et dans les constats 2024, 2025 et les prévisions 2026, puisqu'elles sont encore estimées à plus 0,8% en 2026. Donc cette progression dynamique est aussi dans un contexte particulier où, contrairement à la maladie, la branche AT-MP n'a pas de limite possible de prescription ou de limite réglementaire de durée de prescription d'indemnité journalière, ce pourquoi un article de ce PLFSS entend introduire cette limite à 4 ans dans la prescription des IJ AT-MP. J'imagine que nous y reviendrons. Pour expliquer aussi le résultat financier de la branche, nous avons bien sûr des dépenses supplémentaires, je le disais à l'instant, dans ce que j'ai listé précédemment et dans ces dépenses d'indemnité journalière. Et également le poids que vous avez cité, Monsieur le Président, du transfert au titre de la sous-déclaration de l'assurance maladie, qui est maintenu à 1,6 milliard pour 2026. Et en termes de recettes, au-delà de la conjoncture globale qui pèse évidemment sur l'évolution des cotisations comme pour toutes les branches, également une moindre recette liée à la compensation de l'augmentation des cotisations retraite, initialement depuis la réforme de 2023 par une baisse de la cotisation AT-MP qui néanmoins est en légère augmentation ou en augmentation sur ce résultat financier, mais pas suffisamment pour compenser l'intégralité du déficit créé. Je vous propose de m'en tenir là pour ma déclaration préliminaire, sans doute déjà un peu longue, et nous sommes à votre disposition pour vos questions. Merci Madame. Je vais donc laisser la parole à Marie-Pierre Richer. Merci Monsieur le Président. Madame la Directrice, la branche AT-MP, comme vous l'avez rappelé, s'apprête à connaître, à en croire les données financières du PLFSS, un déficit historique d'1 milliard d'euros en 2026 qui devrait persister
et même s'aggraver dans les exercices suivants. Ce déficit, notamment causé par le poids des transferts en recettes et en dépenses aux branches vieillesse et maladie, est particulièrement inhabituel pour cette branche qui, par son caractère largement assurantiel, a vocation, plus que tout autre, à l'équilibre financier. Par conséquent, les annexes au PLFSS prévoient, sans les détailler, des mesures, je cite, d'ajustement d'un rendement de 0,4 milliard en recettes ou en dépenses. Pourriez-vous nous indiquer quelles sont les mesures envisagées à ce stade ? Avez-vous, du côté de la direction des risques professionnels de la CNAM, des propositions à mettre en œuvre pour contenir la hausse des dépenses de la branche ? J'en viens à l'article 28 que vous avez évoqué brièvement du PLFSS qui prévoit d'instaurer pour la première fois un plafonnement de la durée des indemnités journalières AT-MP qui pourrait être fixé à 4 ans par voie réglementaire. Cette mesure s'inscrit dans un contexte de repli de l'usage des certificats médicaux finaux par les médecins, permettant la bascule vers les prestations d'incapacité permanente et, le cas échéant, la reprise du travail. Le nombre de certificats ainsi établi a plongé de 528 000 en 2017 à 143 000 en 2024. De quelles pistes disposez-vous pour expliquer la baisse du recours aux certificats médicaux finaux et comment serait-il possible d'encourager les médecins à reprendre cette pratique ? Par ailleurs, quel regard portez-vous sur la durée de 4 ans envisagée pour le plafonnement du versement des indemnités journalières AT-MP ? Estimez-vous que celles-ci suffisent à ce que, dans la majorité des cas, les assurés soient guéris ou consolidés, leur ouvrant ainsi droit, si besoin, aux prestations d'incapacité permanente de la branche ? Troisième point, la reconnaissance d'une maladie professionnelle pour ce faire, soit sur la base d'un tableau. Il s'agit de la procédure principale, soit pour les pathologies hors tableau ou ne répondant pas aux conditions des tableaux par une procédure dite complémentaire. Cette procédure fait intervenir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, CRRMP, composé d'un praticien hospitalier, professeur des universités ou compétent en matière de maladies professionnelles, d'un inspecteur ou médecin du travail et d'un médecin conseil de la CNAM. Par son article 39, le présent PLFSS propose de revoir la procédure complémentaire lorsque la pathologie ne répond pas à l'ensemble des conditions d'un tableau existant afin de fluidifier l'accès au CRRMP, aujourd'hui engorgé. Il prévoit de ne plus faire appel au CRRMP dans ces situations, mais que soit désormais compétent pour instruire ces dossiers un binôme de médecins conseils. Cette évolution, je ne vous le cache pas, suscite l'inquiétude des associations de victimes de sinistres professionnels et de certains syndicats qui craignent que les médecins conseils soient moins prompts ou moins compétents pour reconnaître le caractère professionnel d'une maladie. Estimez-vous que les médecins conseils présentent les garanties d'expertise, et j'irais presque surtout d'indépendance suffisante pour traiter ces dossiers sans l'appui d'un médecin du travail ou d'un praticien hospitalier ? Ne craignez-vous pas que cette situation entame, du moins en apparence, la légitimité de la décision de reconnaissance ou de non-reconnaissance d'une maladie professionnelle et ne débouche in fine sur une recrudescence des contentieux associés, ce que l'on commence à entendre au cours des auditions. Enfin, l'article 90, vous l'avez évoqué tout à l'heure, de la LFSS pour 2025 a porté une réforme ambitieuse des rentes AT-MP en leur conférant un caractère dual et en modifiant leur mode de calcul. Le Sénat avait alors soutenu cette réforme, estimant que celle-ci contribuerait à moderniser les prestations d'incapacité permanente de la branche et à mieux prendre en compte les différents aspects que peut revêtir l'incapacité permanente. L'entrée en vigueur de la réforme prévue en juin 2026, vous en avez parlé tout à l'heure, est-elle toujours envisageable, compte tenu de l'état d'avancement de la définition des paramètres de la réforme par les partenaires sociaux et le gouvernement ? Pouvez-vous nous dire si vous prévoyez d'ores et déjà des difficultés opérationnelles pour sa mise en œuvre, et je dirais, est-il prévu de la reporter ? Merci, madame. Merci, Marie-Pierre. Je vais vous laisser répondre à notre rapporteur, madame, si vous le permettez. Alors, merci beaucoup. Je vais reprendre évidemment vos questions. N'hésitez pas à me dire si j'oublie certains points. Oui, je partage avec vous évidemment le constat d'un déficit historique. La branche était en excédent, à l'équilibre puis en excédent depuis 2012. Donc ça fait 12 ans que la branche s'était installée dans cette situation d'excédent. Alors sans jugement de c'est bien ou c'est mal, c'est quand même les situations difficiles a quand même déjà été précédemment à cette douzaine d'années déjà connues, donc ça n'est pas la première fois dans l'histoire de la branche.
C'est une branche, effectivement, je le disais effectivement aussi en introduction, qui a une vocation assurantielle, donc qui a plutôt vocation, peut-être un peu plus que les autres, en tout cas culturellement, à être à l'équilibre financier. Et cette branche a comme variable d'ajustement, évidemment, le taux de cotisation des entreprises qui la financent complètement, puisque de fait, il n'y a pas d'autres leviers de financement pour s'ajuster à l'équilibre. En l'occurrence, dans ce PLFSS, les cotisations, certes, augmentent, vous l'avez dit, je crois, de 0,4%, si je ne m'abuse, en tout cas, non, de 0,4 milliards d'euros. Heureusement, ce ne seraient pas les mêmes volumes, dans un contexte où ces cotisations sont à un niveau le plus bas jamais connu par la branche, pour le coup, historiquement. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui avec 2,12% de taux de cotisation cette année, enfin au 1er janvier 25, on est sur le plus bas taux de cotisation AT-MP jamais connu sur la branche. Donc on passerait à 2,18, je crois, de mémoire. Ça ne suffit évidemment pas à compenser la totalité du déficit. Pour autant, s'il devait y avoir des leviers demain, il jouerait, je pense, il pourrait jouer sur ce taux de cotisation. On n'a pas engagé encore de travaux, en tout cas au niveau de la direction des risques professionnels, sur d'autres leviers qui permettraient de contribuer au rétablissement à terme de l'équilibre. Je pense que c'est à ce stade encore entre les mains de la direction de la sécurité sociale, mais je ne doute pas que nous serons associés un peu plus tard pour contenir cette hausse de dépenses. Je dirais que le point clé sur le sujet qui aujourd'hui est dans ce PLFSS, c'est, comme vous l'avez souligné, la limitation de la prescription d'indemnités journalières. La dynamique galopante de ces indemnités journalières AT-MP que l'on voit augmenter. Alors, elles augmentent en montant parce qu'elles sont basées sur le salaire, jusque-là rien d'anormal, mais elles augmentent surtout en durée et donc en volume. C'est-à-dire qu'on voit une augmentation particulièrement forte des durées d'indemnités journalières comparativement aux années précédentes. Si je retrouve mes petites notes, voilà, on a 82 jours d'arrêt en moyenne pour un AT-MP, c'est 5 jours de plus qu'en 2020. Avec un coût évidemment important, puisque vous savez qu'en AT-MP, après un mois d'arrêt, la référence de salaire, c'est 80% du salaire, contrairement à l'assurance maladie qui est à 50%. Donc on a évidemment un effet inflationniste très fort, exponentiel, au-delà d'un mois d'arrêt. Et qui en plus, voilà, sur des durées qui évidemment augmentent, comme je le disais à l'instant. Et c'est évidemment un sujet d'équilibre financier de la branche, mais au-delà de ça, c'est un sujet aussi organisationnel pour les entreprises, social pour les salariés. On sait très bien qu'un arrêt de longue durée, c'est un vrai risque de prévention de la désinsertion professionnelle derrière. Quand on est en arrêt maladie à plus de 80 jours, on a évidemment des impacts forts. Donc cette mesure, elle couvre évidemment un enjeu de régulation de dépenses, mais pas uniquement cependant. On a évidemment toujours la possibilité, au-delà de la mise en œuvre de cette mesure, la possibilité de reprendre un versement d'IJ à l'assuré si son état de santé se détériore à nouveau. Donc il n'y a pas de blocage. Donc, principal levier financier en réponse à vos éléments. Alors, vous évoquez le certificat médical final. Vous avez absolument raison. C'est un constat que nous avons fait en termes d'études. Initialement, les médecins traitants en cabinet remplissaient des certificats médicaux finaux qui permettaient de mettre fin, on va dire proprement, à l'arrêt de travail des salariés. Et notre constat est qu'il a été le volume de ces certificats médicaux a été divisé par 5 ou 4 ou 5 sur ces un peu moins de 10 dernières années. C'est un vrai changement de pratique. Il y a aussi un éloignement de la pratique en matière d'accident de travail et maladie professionnelle à l'échelle d'un prescripteur. Dans un cabinet moyen en ville, il y a le médecin prescripteur rencontre très peu de patients en situation d'accident de travail et maladie professionnelle. Donc il a une obligation de formation continue importante sur le sujet qui nécessite, et c'est bien un des enjeux que nous avons et que nous rappelle régulièrement la commission sous déclaration, un enjeu de formation, d'information régulière et sans doute plus importante auprès des professionnels de santé.
Pour autant, notre levier est plutôt celui de la mesure PLFSS sur la fin d'IJ que sur le fait de réinstaurer un formulaire supplémentaire dans les cabinets des médecins qui nous semble assez complexe à porter dans un contexte où on est plutôt dans une recherche de simplification et pour les médecins et pour les assurés d'ailleurs. On n'est pas tout à fait sur l'augmentation du nombre de formulaires. Au contraire, on aimerait plutôt simplifier ces éléments déclaratifs autour des indemnités, enfin de la reconnaissance et de l'indemnisation AT-MP. Voilà, donc on va plutôt s'appuyer sur cette mesure de fin d'IJ de long terme, ce qui n'empêche pas par ailleurs, et au-delà de la mesure PLFSS, des campagnes aussi du service médical de l'assurance maladie. Vous évoquiez les praticiens conseils qui sont en charge aussi de regarder les arrêts de longue durée, même inférieurs à 4 ans, et peuvent convoquer les assurés pour faire le point sur leur état de santé et, s'il est consolidé, proposer aux assurés de sortir de la situation précaire d'une indemnisation temporaire par des IJ en étant consolidés par le versement d'une rente viagère. C'est aussi le travail au quotidien des médecins conseils de ne pas attendre, même si cette mesure PLFSS était mise en œuvre, de ne pas attendre 4 ans avant de suivre l'indemnisation des assurés, que ce soit en maladie ou en accident de travail et maladie professionnelle. J'en viens ensuite à l'autre disposition évidemment majeure pour la branche AT-MP que vous avez citée et qui concerne l'organisation des C2RMP, donc les comités qui sont en charge de la reconnaissance des maladies professionnelles lorsqu'elles ne relèvent pas ou pas complètement d'un des 100 tableaux de maladies professionnelles qui existent aujourd'hui. Donc, ce sont des comités d'experts composés de 3 expertises médicales, médecins du travail, médecins conseil de l'assurance maladie et PUPH. La mesure, en tout cas la deuxième partie de la mesure que vous citez en particulier, qui vise à alléger le traitement d'une grande partie des dossiers qui aujourd'hui nécessitent la réunion de ces 3 compétences médicales, cette mesure qui passe à 2 compétences médicales, 2 médecins conseils, a vraiment vocation à accélérer des traitements, des délais de traitement vis-à-vis des assurés qui sont aujourd'hui d'une lenteur et d'une longueur difficilement tolérables vis-à-vis des assurés et de leur accès aux droits. On s'est fait il y a quelques années taper sur les doigts à raison par la justice qui, lorsqu'elle a un contentieux, doit trouver un autre C2RMP et ne trouvait pas de comités disponibles pour se réunir et réunir les 3 compétences médicales, parce que évidemment là-dedans on a des compétences rares sur le territoire, vous le savez, et donc on a un impératif à alléger et à offrir un service en termes de service public un peu plus correct sur ces dossiers. Alors c'est une partie des dossiers, donc ce sont des dossiers de maladies professionnelles qui relèvent d'un tableau mais pour lequel l'assuré ne remplit pas toutes les conditions du tableau. Donc ce ne sont pas des dossiers hors tableau, qui sont les dossiers les plus complexes. Ceux-là, on préserve la composition à 3 médecins, PUPH, médecin du travail, médecin conseil de l'assurance maladie, parce qu'on est sur des sujets complexes. On va retrouver les RPS, on va trouver des cancers professionnels, donc sur des sujets vraiment dont l'expertise médicale forte est strictement nécessaire. Ces compositions de ces 2 RMP ne sont pas concernées par cette mesure PLFSS. On parle des dossiers qui sont les plus nombreux, pour lesquels les C2RMP se transforment en instances un peu industrielles de traitement. Ils sont passés de 15 000 à 30 000 dossiers en 10 ans. Et nos experts médicaux ne sont pas là pour faire du traitement de masse de dossiers, en particulier des TMS, qui sont les problématiques les plus nombreuses rencontrées, et sur lesquelles notre proposition est plutôt effectivement de limiter à 2 médecins conseils, 2 pour garder un aspect collégial. J'entends vos doutes en matière de neutralité ou d'impartialité, mais enfin, c'est quand même le rôle des médecins conseils du service médical de l'assurance maladie déjà aujourd'hui de prendre des décisions sur ces dossiers médicaux et sur l'accès aux prestations. C'est pleinement leur rôle légitime. Ils le font sur l'invalidité, ils le font sur d'autres types de prestations. Et bon, là, pour moi, ils le font bien. Ils ont, avec l'organisation du service médical de l'assurance maladie qui est en train d'évoluer, aussi des comités d'éthique propres à préserver leur indépendance de partie si besoin. Mais je n'ai vraiment aucun doute sur cette capacité à prendre en charge ces traitements de dossiers qui rentrent pour partie dans les tableaux et à être capable surtout de rendre une décision beaucoup plus rapide vis-à-vis des assurés, que ce soit en première intention ou en deuxième intention, puisqu'il y a un aspect également de recours amiable sur la mesure qui est proposée. Voilà, donc pas de sujet là-dessus. Vous évoquez effectivement l'importance de la présence du médecin du travail, la compétence du médecin du travail. Vous avez évidemment raison sur le sujet.
Mais aujourd'hui, force est de constater que nous n'avons déjà pas la totalité des rapports médecins du travail dont nous aurions besoin. Donc ça se fait déjà, le processus de reconnaissance de façon générale fonctionne déjà sans la totalité des rapports qui nous seraient nécessaires. Et de fait, sur ces dossiers, il y a déjà eu un texte antérieur qui autorise une composition à 2 du C2RMP sans les médecins du travail. Donc c'est déjà le cas, en fait. Voilà, donc c'est plutôt une mesure pragmatique, mais qui vise à préserver des délais de traitement aujourd'hui trop longs du point de vue des assurés que nous protégeons. Enfin, sur votre dernière question concernant la réforme des rentes, j'en ai effectivement un peu parlé dans mon introduction, en particulier pour soulever une vraie difficulté opérationnelle dans la tenue de l'échéance de juin 2026. J'insiste un petit peu là-dessus. Il est effectivement possible que nous ayons besoin de décaler cette échéance. C'est encore un petit peu tôt pour le dire. On travaille au maximum d'intensité avec les partenaires sociaux de la branche et la DSS pour avancer. C'est effectivement une réforme un peu complexe. Mais voilà, si juin 2026 ne peut pas être tenu, ce sera dans les mois qui viennent, mais c'est pas non plus. S'il y a report, ce ne serait pas un report non plus de plusieurs années. Voilà, je suis confiante dans la capacité d'atterrir sur ce socle réglementaire. Voilà, on a un délai un peu contraint sur ce point à ce stade. Voilà, je vous remercie. Merci Madame. La parole est à Jocelyne Guidès. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Directrice. Moi, je voudrais savoir, puisqu'on cherche des économies un peu partout, et à ce titre, vous semble-t-il envisageable d'exclure la psychanalyse ou des prestations s'y référant d'une prise en charge intégrale? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on fait de la psychanalyse au niveau des patients qui ont un trouble du neurodéveloppement, et la haute autorité nous a dit que ça servait absolument à rien, que le délégué ministériel nous dit exactement la même chose, et les associations sont vraiment vent debout là-dessus. Donc j'aimerais bien avoir votre position là-dessus, sachant que la psychanalyse pour les troubles du neurodéveloppement ne sert absolument à rien et c'est remboursé à 100%. Merci. La parole est à Raymond de Pont-Sémonge. Je vais prendre quelques... Merci Monsieur le Président. Merci Madame. Alors, je reviens... Je reviens sur l'article 39 quand même, parce que ce n'est pas qu'une affaire quand même quantitative de passer de 3 à 2. Certes, il y a l'aspect quantitatif, mais surtout des 3, vous l'avez dit vous-même, des 3 compétences, il n'y en a plus qu'une. Hein, on n'a plus donc d'universitaire de santé au travail et on n'a plus effectivement de médecin inspecteur du travail. Et c'est pas rien quand même, on enlève 2 compétences quand même, je dirais, propres à la TMP. Hein, le médecin conseil, voilà, est plus généraliste. Alors bon, moi je voulais déjà savoir si vous avez consulté quand même les associations, la DEVA, parce qu'on a le même problème que pour avant sur la rente, etc. Il me semble un défaut un petit peu de consultation. Et puis, si vous allez quand même prendre des indicateurs de suivi pour savoir, ben oui, si ça n'entraîne pas, je ne sais pas si c'est une question d'indépendance, mais je dirais plus une question de compétence, une augmentation significative des décisions de rejet. De recours d'abord et de rejet éventuellement. Donc comment ça va être suivi? Et moi, ce rétrécissement de la compétence sur le champ, vous savez, ça commence à faire beaucoup, puisque on dit aussi que une femme qui sort d'une maternité comme un arrêt de plus d'1 mois dans l'assurance maladie, bah, désormais, on ne passe plus par le médecin du travail et seule habilité à savoir si on peut reprendre en relation avec le poste de travail. Et ça, seul le médecin du travail peut le faire. Alors, sous prétexte quand même on n'a pas assez de médecins, pas assez de médecins inspecteurs du travail, pas assez d'universitaires PUPH, etc., on est en train de laminer, enfin bientôt la TMP, on va peut-être le mettre dans l'assurance maladie, ça sera plus simple, hein, la dimension particulière de cette profession. Je voudrais, en deuxième question, enfin, il me semble aussi que cette réforme du fonctionnement des C2RMP passe, d'après l'ANSES, qui a publié un avis en 2024, je pense que vous le connaissez,
qui recommande quand même l'actualisation de plusieurs tableaux de maladies professionnelles et la création de nouveaux tableaux, prenant davantage en compte l'évolution des connaissances scientifiques et l'évolution des maladies. Je pense bien sûr à l'épuisement professionnel, etc. Donc l'agence a identifié, je crois, une quarantaine de maladies ayant un lien avéré ou probable avec une exposition professionnelle, ne faisant toujours pas l'objet d'un tableau de maladies professionnelles. Alors, ça c'est lié quand même à l'article 39, d'une façon directe et indirecte, parce que selon l'ANSES, leur meilleure prise en compte permettrait de renforcer la cohérence et l'efficacité du système de reconnaissance des maladies professionnelles, et elle permettrait également de contribuer à l'amélioration générale de l'accès à cette reconnaissance et à la réduction des inégalités socio-professionnelles. Donc, ma question, effectivement, c'était... par rapport à ce manque, quand donc vont commencer la création, notamment la création d'un tableau de maladies professionnelles sur les dépressions, puisqu'on parle de dépression légère, moyenne, profonde. Bon, le mieux, ça serait qu'il y ait un tableau avec, comme vous le dites, des indicateurs, des conditions, etc. À quand une révision générale des tableaux, quand même, qui tarde d'année en année. Et en suivant cela, je pense qu'on aura des problèmes d'engorgement des deux RMP, là, des solutions, et à la sous-reconnaissance surtout, et au délai de traitement qui serait en partie résolu par ce travail-là. Alors, ce travail à long terme, je sais que le PLFSS est annuel, mais quand est-ce qu'on va avoir cette vision à long terme et commencer, et avec une date butoir, le travail sur les tableaux de reconnaissance de la maladie professionnelle? Je vous remercie. Merci. La parole est à Christine Bonfanti-Dossat. Merci, Monsieur le Président. Cela concerne aussi l'article 39, puisque le gouvernement donc propose de revoir les dispositions sur la reconnaissance des maladies professionnelles. Moi, je voulais savoir quelles seront les suites données à la possibilité pour le travailleur de pouvoir disposer d'un deuxième avis en cas de rejet de sa demande, de reconnaissance de maladie professionnelle, et aux voies de recours offertes en cas de désaccord. Merci. La parole est à Monsieur Khalifé. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Directrice. Beaucoup de réponses ont été apportées par vous-même. Et puis, je voulais rejoindre quand même mes collègues quant à la mise à jour de ce tableau qui, c'est vrai, est assez ancien et des pathologies nouvelles sont apparues. Alors, je vais reformuler ma question. Comment vous avez affronté la prévention? Est-ce que c'est de votre ressort ou d'autres? Le bien-être au travail aujourd'hui concerne beaucoup de sociétés. Il y a des fondations qui sont créées dans certaines régions de patrons qui financent pour aider les entreprises à avoir un projet de bien-être au travail. Comment le ministère ou la sécurité sociale ou vos services appréhendent cela? Deuxième point qui a été évoqué, c'est la médecine du travail. Est-ce que, on sait tous qu'il y a un délai décalé à cause de l'absence de cette spécialité? Est-ce qu'il y a des démarches auprès du CNG, auprès des autorités de formation des médecins pour agréer d'autres médecins pour qu'ils puissent s'occuper de la médecine du travail et essayer de fluidifier ce parcours? Merci. Merci. Je vous laisse peut-être répondre, Madame la Directrice, à ces 5 premières questions. Tout à fait, merci. Alors, je reprends. Alors, je me permettrai de botter en touche, pardonnez-moi cette expression, sur 2 questions qui ne relèvent pas tout à fait du périmètre de la branche AT-MP. Vous parliez, Madame, de la prise en charge de la psychanalyse intégrale. J'imagine que c'est à 100%. Voilà. C'est vraiment une question qui relève de l'assurance maladie ou de compétences médicales que je n'ai absolument pas et qui n'est pas du tout liée à la spécificité de la branche AT-MP. Donc, je ne suis absolument pas en capacité de vous répondre. Je m'en excuse. Mais voilà,
mais c'est un point, cela dit, très intéressant à titre personnel. Donc, par ailleurs, également, monsieur, vous m'interrogez sur la démarche de formation, enfin sur le fait qu'on puisse inciter à la formation des médecins du travail ou de l'agrément des médecins du travail qui relève pleinement de la sphère travail, pour le coup, et pas sécurité sociale du tout. Donc, on a évidemment, enfin j'ai au titre de la branche ATMP des échanges réguliers avec la Direction générale du travail, et ce sont des problématiques qui font l'objet de constats étayés, mais sur lesquels je n'ai pas de levier pour voilà, pouvoir jouer sur les... Vous avez un levier d'alerte au moins. On est tout à fait en alerte, voilà, et on partage évidemment cette alerte, en tout cas sur certaines régions ou certains territoires. Voilà, c'est effectivement un tissu, le tissu des SPST est très hétérogène d'une région à une autre. Voilà. Donc on a évidemment dans le travail avec les CARSAT, de ces services avec les CARSAT, on a forcément des éléments qui peuvent remonter au titre de signalement d'alerte, mais aussi d'ailleurs de très bonnes coopérations dans certains territoires. Alors, pour peut-être reprendre l'ensemble des questions liées d'une part à l'article 39 et puis d'autre part à la procédure de création de tableau, mais qui est aussi de manière indirecte dans l'article 39 sur la première partie de l'article. Peut-être juste, alors sur le contenu de l'article, et je comprends et prends vraiment note des appréhensions que vous soulevez sur le fait de se réduire à une compétence sur la prise en charge d'une partie des dossiers aujourd'hui traités à 3, peut-être quand même déjà signaler qu'on n'est déjà pas aujourd'hui à 3 compétences sur ces dossiers-là. On n'est déjà plus qu'à 2, médecins du travail et service médical de l'assurance maladie. Non, c'est l'inverse. C'est PUPH, voilà, pardon, je me trompe. Ouais. Il y a déjà plus le médecin du travail depuis bien longtemps sur ces dossiers-là. Donc voilà, la compétence médecine du travail ne changera pas. Et effectivement, on a des sujets de ressources de PUPH parce qu'on est sur des spécialistes et pas des généralistes dans les compétences qui sont attendues réglementairement et qui posent quand même des difficultés pour réunir ou multiplier les séances qui seraient nécessaires compte tenu du volume de dossiers auxquels sont confrontés ces comités. Volume de dossiers qu'on estime ne pas nécessiter une plus-value médicale ou d'expertise médicale à ce point que d'aller chercher un spécialiste hospitalier pour les traiter. Pour autant, le collège des 2 médecins conseils qui seraient peut-être demain en charge de ces dossiers-là peut tout à fait demander préalablement à sa réunion un avis du médecin du travail, peut tout à fait solliciter un avis d'expert ou sapiteur si les situations des assurés le nécessitent. Rien n'est fermé là-dessus. L'idée étant de mettre en place un dispositif non pas pour gérer l'exception, mais pour gérer ces volumes de dossiers qui aujourd'hui sont des volumes de dossiers importants et pour les assurés concernés bien sûr et en nombre et en charge de travail. Vous évoquiez et j'entends bien votre souhait de multiplier les tableaux de maladies pro. Si vous multipliez les tableaux, vous multipliez les situations dans lesquelles les assurés pourraient remplir certains critères du tableau, mais pas tous, et donc vous allez proportionnellement augmenter la charge de travail de ces comités sur les alinéas 10-6. Même si vous supprimez, j'entends bien votre raisonnement, certaines charges sur les comités qui se réunissent hors tableau, pour les situations hors tableau, vous allez quand même générer, de fait, des gens qui seront à mi-chemin ou qui rentreront dans certains critères et pas tous. Donc on a une situation aujourd'hui qui n'est pas tenable dans la durée sur ces expertises médicales qui, en fait, font du traitement de masse, qui est un traitement qui relève, pour le coup, pleinement de ce que sait faire la sécurité sociale en termes de gestion d'accès aux prestations. Il y a par ailleurs toujours un recours possible à ces avis à 2 médecins conseils, puisque de fait, on peut faire un recours au Comité national de reconnaissance des maladies professionnelles dans les dispositions qui sont décrites et qui, lui, se réunit bien à 3 compétences. Donc, les médecins conseillers sur l'assurance maladie peuvent demander en amont des avis sapiteurs, des avis médecins du travail. En aval, l'assuré peut tout à fait faire un recours s'il estime que l'avis rendu ne le satisfait pas in fine au comité national. Et je vous confirme qu'on a pleinement bien l'intention de suivre les indicateurs de qualité de service, de quantité évidemment de délai, mais aussi de qualité de service qui notamment se traduit en termes d'évolution du contentieux. Ce sont des indicateurs très précieux au sein de la branche, d'ailleurs qu'on partage tous les ans avec la gouvernance ATMP, avec laquelle on fait un bilan des contentieux que nous reconnaissons pour suivre justement l'évolution des recours, tant employeurs que salariés.
Cette réforme ou cette proposition de mesure sur le C2RMP, elle ne sort pas de nulle part, peut-être juste pour resituer dans le contexte. C'est une solution organisationnelle, une piste organisationnelle qui est travaillée et évoquée depuis longtemps, initialement par la Cour des comptes dans le RALFS 2020 ou 2021. Donc ça fait quand même 3-4 ans que le sujet est sur la table, qu'on le travaille. On l'a aussi travaillé avec le ministère de la Justice, qui, voilà, je l'ai dit, nous a fait une grosse alerte il y a quelques années sur nos délais de traitement. Donc ça n'est pas une réforme qui sort juste de l'antichambre de la direction des risques professionnels. Elle a été travaillée sur le fond et je pense vraiment qu'elle sert l'accès aux droits des assurés. D'ailleurs, elle pèse en dépenses et non en recettes dans le PLFSS. Donc, enfin, sur la partie création des tableaux de maladies professionnelles, effectivement, on a un rapport ANSES large et qui explore de nombreuses pistes. Et c'est bien d'ailleurs le rôle de l'ANSES tel que ça lui a été confié dans la procédure de création des tableaux depuis 2018. Donc, l'ANSES occupe pleinement son rôle là-dessus. Je dirais simplement que le législateur n'a pas confié la création des tableaux à la CNAM. Ou à la branche AT-MP. La création des tableaux est une procédure très spécifique qui relève des partenaires sociaux via le COCT, le Comité d'orientation des conditions de travail, qui n'est pas une instance ou une gouvernance qui est au sein de la branche AT-MP. Donc c'est un peu en dehors de nos capacités d'action. Pour autant, s'il devait y avoir demain, puisque j'entends que vous l'appelez de vos souhaits, un tableau en lien avec les RPS ou les maladies psychiques d'origine professionnelle. Voilà, j'ose espérer que nous pourrions contribuer à la réalisation de ceci au titre des constats et des retours que nous pouvons faire en matière de reconnaissance et d'indemnisation de ces risques professionnels reconnus d'origine professionnelle. Pour enfin finir sur la partie prévention, monsieur, sur laquelle vous nous interrogez, effectivement, c'est un sujet dont nous nous emparons de manière dynamique, puisque la construction d'un programme de prévention autour des RPS est une des nouvelles orientations de la COG qui a été signée en 2024. Et donc, nous avons travaillé avec l'INRS pour avoir un socle de référence sur les plans et comment prévenir les RPS au sein de l'entreprise. Alors, on parle de RPS plus que de bien-être au travail, puisque de fait, on est dans une situation de sinistralité. Voilà, donc on est plutôt sur cette cible-là. Pour autant, il y a des méthodes de prévention qui existent et que nos préventeurs en CARSAT sont appelés à porter et à déployer. Je le disais dans mon introduction, on a 28 000 entreprises ciblées sur tous les risques, dont les RPS. Et on cible à peu près 500 entreprises par an sur ces sujets-là aujourd'hui. Quand je dis qu'on cible, c'est donc à notre initiative où nous avons regardé les statistiques de sinistralité et que nous interpellons les entreprises qui ont une sinistralité particulièrement importante sur ce risque-là, importante comparativement aux entreprises du même secteur, du même secteur d'activité. Donc on est bien en proactif sur ces sujets-là. Pour autant, les entreprises peuvent effectivement s'adresser à leur CARSAT pour, par exemple, bénéficier de subventions qui permettent de financer à 70% la réalisation d'un diagnostic RPS au sein des entreprises. C'est une offre de service de la branche qui est financée par les 270 millions que j'évoquais tout à l'heure d'aide financière sur l'ensemble des champs des risques. Ce sont des offres de services qui existent aujourd'hui et qui sont accessibles aux entreprises, en particulier aux plus petites d'entre elles, moins de 50 salariés, qui ont potentiellement plus de difficultés à financer ce type d'investissement en prévention. Je pense avoir couvert l'ensemble. Merci. La parole est à Annie Leouérou. Merci, Monsieur le Président. Alors, je reviens sur l'article 39, donc, qui a pour objet la simplification de la reconnaissance des maladies professionnelles. Au nom de cette simplification, on réduit la capacité d'expertise des équipes de médecins décideurs de reconnaissance de maladies professionnelles. C'est une observation que je fais. Je voulais votre avis sur l'évaluation du transfert à la branche assurance maladie au titre de la sous-déclaration des accidents du travail et maladies professionnelles. Alors que cette branche bascule sur un déficit, quelles répercussions sur l'accompagnement des entreprises au risque qu'elles réduisent en fait leurs actions en matière de prévention, et on sait qu'elles n'en font pas encore assez. Ne faudrait-il pas plus baser les cotisations sur des secteurs ayant une sinistralité plus importante pour plus impliquer les entreprises dans des actions de prévention et mieux répondre à la pénibilité au travail? Je pense notamment aux entreprises qui utilisent beaucoup d'intérimaires ou d'apprentis. On sait que ce sont des publics qui sont particulièrement touchés par les accidents du travail.
Ce budget fixe aussi une dotation au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante qui passe de 465 millions d'euros à 387 millions d'euros. Pouvez-vous nous expliquer cette baisse notable? Merci. Merci Annie. La parole est à Alain Millau. Oui, merci Monsieur le Président. Vous avez dit, Madame, tout à l'heure qu'il y avait une augmentation du nombre de jours d'arrêt de travail en accident de travail ou en maladie professionnelle. Est-ce que vous avez étudié cette augmentation? Est-elle due plus à des accidents de travail ou à des maladies professionnelles? Et puis, deuxième petite question, beaucoup de mes collègues ont parlé de maladies psychologiques, psychiatriques. Comment lier une maladie psychiatrique à une profession? Merci. La parole est à Anne-Sophie Romani. Merci Monsieur le Président. Madame la Directrice, je voulais évoquer un sujet un peu plus large qui est le problème de la coordination dans la mise en œuvre des politiques de santé interministérielles, puisqu'à l'heure actuelle, les services de santé qui sont placés sous la tutelle de plusieurs ministères, comme la médecine du travail, la médecine de prévention, on pourrait aussi parler de la médecine scolaire qui est plus éloignée des risques professionnels, mais c'est pour illustrer mon propos, illustre à eux seuls la complexité de l'action publique en matière de santé. Et je voulais savoir si, parce que ces différentes branches sont essentielles pour le suivi des populations, je voulais savoir s'il y aurait, à votre sens, du sens pour qu'on puisse améliorer une certaine coordination interministérielle. Est-ce que ça nous permettrait d'optimiser sur la partie PLFSS, d'avoir une optimisation financière, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a des différences dans les priorités, dans les moyens d'un ministère à un autre, un manque de circulation de l'information, et je pense notamment aux médecins du travail qui n'ont pas accès au DMP. Et on entend souvent la médecine du travail dire que si elle avait accès au dossier médical partagé, ça leur faciliterait en fait leur prise en charge des risques professionnels et aussi sur des principes de prévention. Donc je voulais savoir si, selon vous, une meilleure coordination interministérielle, est-ce qu'on pourrait renforcer, et est-ce que ça nous permettrait d'avoir des leviers d'efficacité et d'optimisation financière? Je vous remercie. Merci. La parole est à Céline Brulin. Merci, Monsieur le Président. Madame la Directrice, je voudrais revenir à mon tour sur l'article 39, dont vous avez vu qu'il soulève beaucoup de questionnements de notre part. Vous avez présenté la réforme comme quelque chose de pragmatique. Est-ce que le pragmatisme ne commanderait pas, comme l'ont évoqué un certain nombre de collègues, de d'abord actualiser les tableaux des maladies professionnelles, voire d'en créer de nouveaux? J'ai bien compris que ça n'était pas de votre ressort, mais de celui des partenaires sociaux, pour que les situations que vous qualifiez d'exceptionnelles et qui sont aujourd'hui en situation d'engorger un peu les C2RMP soient amoindries par l'actualisation de ces tableaux. Parce que là, on voit qu'il y a une sorte d'engorgement réel qui est lié à cette non-actualisation et à cette non-création de tableaux. Moi, je voudrais insister vraiment là-dessus parce que j'ai l'impression qu'on fait un peu les choses dans le mauvais ordre et qu'on risque de s'en mordre les doigts à terme. Ensuite, sur l'article, je crois, 50, qui plusieurs l'ont évoqué aussi, et vous-même dans votre préambule, sur le maintien à 1,6 milliard du transfert de la branche AT-MP vers l'assurance maladie au titre des sous-déclarations. Il y a une commission d'évaluation qui était partie de données scientifiques et épidémiologiques qui avait en 2024 évalué ces sous-déclarations entre 2 et 3,8 milliards d'euros. Comment expliquez-vous une telle différence entre cette évaluation qui semble avoir été menée de manière autonome et sérieuse et les 2 années successives où on est à 1,6 milliard dans le PLFSS? Et est-ce que vous ne trouvez pas ça contradictoire qu'on ne cherche pas du côté de ce levier-là pour privilégier uniquement celui d'une diminution des indemnités journalières ou des 4 ans que vous avez évoqués dans votre propos liminaire aussi? Et enfin,
menez-vous des études, alors un peu anticipatrices, parce qu'il est sans doute encore trop tôt pour le dire, mais sur la relation qu'il y aurait entre report de l'âge de la retraite et accroissement des accidents du travail et des maladies professionnelles. Je vous remercie. Merci. La parole est à Marion Canales. Merci. Moi, je reviendrai brièvement sur l'article 28 qui supprime la visite obligatoire de reprise pour un retour de congé maternité. Ça a déjà été évoqué, mais 16% des femmes qui ont accouché ont souffert d'une dépression postpartum seulement 2 à 3 mois après la naissance de leur enfant. Il y a un constat fort de conséquences dans le cadre de la reprise. Déjà, la loi santé de 2022 modifiait les modalités de suivi médical des femmes enceintes venant d'accoucher et reprenant le travail. Donc on constate finalement un allègement progressif du suivi de l'état de ces femmes, et alors même que les inégalités entre hommes et femmes persistent dans de nombreux domaines, dont celui de la santé mentale, et la lutte contre la dépression postpartum est une priorité de santé publique. Ça a été évoqué dans un rapport parlementaire à l'Assemblée nationale, et ici on a eu un rapport sur la périnatalité qui rappelait que le suicide est la première cause de mortalité maternelle des femmes suivant leur accouchement. Donc on constate quand même un allègement progressif de ce suivi des femmes enceintes après la reprise du travail, et c'est pas de nature à aller dans le bon sens des préconisations de différents rapports parlementaires, me semble-t-il. Merci. Je vous laisse répondre, madame. Merci beaucoup. Alors, pour reprendre les différentes questions, sur l'article 39, et encore une fois, j'entends vos interrogations sur le sujet qui tourne autour de cette réduction des compétences à l'œuvre pour instruire au final des dossiers. Encore une fois, j'ai répondu sur le fait qu'on gardait la possibilité, ou les médecins conseils gardent la possibilité de faire appel aux médecins du travail en amont. Les salariés peuvent également saisir en aval de la décision l'instance de recours amiable. Oui, je maintiens que c'est une mesure pragmatique au regard du fait que déjà aujourd'hui les médecins du travail ne sont plus sur ces traitements-là, dans les faits, opérationnellement. Et qu'avoir vis-à-vis des assurés un délai d'instruction qui peut aller jusqu'à 2 ans sur une prise en charge de maladie professionnelle, ça me semble vraiment regrettable et vraiment pas un sujet qu'on peut continuer en se disant qu'un jour on aura plein d'autres tableaux de maladies professionnelles créés. Aujourd'hui, c'est 2 ans le délai moyen d'un tableau. Et que ça va résoudre tous les problèmes. Voilà. Après, nous n'avons manifestement pas les mêmes positions, mais je pense que cette mesure permet d'agir aujourd'hui, de refluidifier le système. Je ne dis pas qu'elle répondra à toutes les difficultés, d'où le fait qu'il faut la suivre dans sa mise en œuvre et être capable de l'ajuster autant que de besoin. Mais je pense vraiment que ce serait une situation qui permettrait de remettre les compétences et les expertises médicales, qui sont des ressources rares aujourd'hui, qu'on parle de médecine du travail, de médecins conseils ou de PUPH, mais les remettre sur leur vrai rôle, leur rôle d'expert, et plus leur demander de faire des traitements de masse sur des situations d'assurés qui, globalement, se tournent autour de 3 tableaux, qui sont les tableaux TMS les plus nombreux, les plus volumineux, et sur lesquels on retrouve... voilà, est-ce qu'une hôtesse de caisse est soumise au TMS? Oui. Mais le tableau ne dit pas qu'il y a un métier qui permet d'imputer systématiquement et de prendre en charge automatiquement la maladie professionnelle. Donc il faut que ça passe dans un C2RMP. Pour ça, honnêtement, je pense que les services médicaux de l'assurance maladie sont tout à fait capables d'arbitrer sur ces sujets-là, qui sont encore une fois des sujets relativement courants, relativement standards, en tout cas sur des situations de travail, des dossiers médicaux assez connus et qui font vraiment du volume. Pour autant, maintenons nos experts là où on en a vraiment besoin, c'est-à-dire sur les dossiers qui aujourd'hui sont hors tableau. Alors je vous rejoins, si demain on crée beaucoup de tableaux, ces experts n'auront plus à se réunir sur le hors tableau, puisqu'on passera en reconnaissance en présomption ou en reconnaissance plutôt automatisée à l'intérieur de la CPAM sans recours à ces expertises. Mais nous créerons, ce que je disais tout à l'heure, des effets de bord sur des salariés qui ne se reconnaîtront pas complètement dans ces nouveaux tableaux, et on réassumera une charge de nouveau lourde sur les alinéas 6, c'est-à-dire les dossiers qui sont partiellement conformes au tableau.
Et là, de nouveau, vous voyez le cercle vicieux dans la prise en charge de ces nouveaux sujets. J'ajoute que les C2RMP aujourd'hui n'ont plus de marge de manœuvre en l'état de leur fonctionnement et que si demain devait être transposée, par exemple, une mesure de l'ANI qui disait qu'on pouvait avoir accès au C2RMP à partir de 20% d'incapacité et non pas 25% comme aujourd'hui, c'est-à-dire on élargit l'accès aux droits. Aujourd'hui, je ne sais pas comment un C2RMP pourrait, par exemple, prendre cette charge supplémentaire en charge. Donc, il y a un sujet, je trouve, oui, j'insiste sur le mot pragmatique, mais qui est vraiment en tout cas dans la préservation d'un accès au droit qui, aujourd'hui, quand même, quand on est sur ces délais d'instruction-là, est tout de même objectivement discutable. Vous évoquez, enfin plusieurs d'entre vous ont évoqué l'importance de la prévention des sinistres pour évidemment limiter en impact conséquent le montant de la sous-déclaration qui a été évoqué par plusieurs d'entre vous, en particulier sectoriel, notamment l'intérim a été cité. Je vous confirme qu'on a effectivement des actions de prévention sectorielle sur 3 secteurs d'activité tout au long de la coche, qui sont l'intérim, le médico-social et le BTP. Alors, ce sont les 3 secteurs aujourd'hui qui sont les plus sinistrogènes, pardon pour cette expression, et ce sont bien ces secteurs-là sur lesquels on a des actions de prévention ciblées, spécifiques, et on travaille surtout avec des partenaires spécifiques, notamment sur l'intérim. On travaille avec les majors de l'intérim pour améliorer et diffuser largement les méthodes de prévention. Il y a également eu l'année dernière une réforme de la tarification du secteur de l'intérim qui responsabilise à égale part les entreprises utilisatrices et les agences d'intérim. Sur les transferts FIVA et FCATA, vous avez raison sur le fait qu'on constate effectivement une baisse sur cette année 2026. C'est plutôt l'année 2025 qui était exceptionnelle dans l'augmentation des fonds. Si vous regardez la moyenne des transferts sur ces fonds des années précédentes, on est complètement revenu dans la moyenne habituelle et ça préserve le fonds de trésorerie nécessaire. Donc, je n'ai pas d'alerte particulière sur ce sujet-là. Sur l'augmentation des IJ, en particulier dans la durée, je vous confirme, Monsieur Millon, que c'est surtout sur les maladies professionnelles, ce qui va de pair avec le fait que dans la sinistralité, alors dont j'ai assez peu parlé, mais la sinistralité en France depuis ces dernières années, c'est globalement une baisse des accidents de travail, une stabilité des accidents de trajet et une augmentation forte des maladies professionnelles. On est de l'ordre de 5 à 7% de plus par an. Alors, comme ce sont encore des petits volumes, puisqu'on est à peu près à 50 000 dossiers, on n'a pas une explosion de la sinistralité. Ce sont les accidents de travail en baisse qui embarquent l'évolution globale de la sinistralité. Pour autant, les maladies professionnelles sont en augmentation très significative, les TMS en particulier. Je sais que vous avez tous les RPS en test, mais en volume, c'est bien les TMS. Ce sont toujours les TMS qui embarquent le maximum de maladies professionnelles, d'où nos sujets d'alinéa 6 et de C2RMP derrière. Voilà. Vous évoquiez comment on fait pour, si je comprends bien votre question, lier un RPS à une profession. En fait, on ne lie pas un RPS à une profession, mais à une situation de travail. Et donc, en accident de travail, un RPS, c'est très facile à relier puisque c'est au temps et au lieu du travail, selon la définition de 1898. Donc, il n'y a pas de besoin d'aller chercher le métier, par exemple. Voilà. C'est un accident au temps et au lieu du travail, avec évidemment un certificat médical qui confirme la réalité des lésions. Madame, vous m'interrogez sur la complexité des politiques de santé, effectivement, avec... je comprends votre question sur la qualité et l'intensité de la coordination interministérielle, en tout cas des grands domaines de la santé, qu'elle soit publique, du travail, voire scolaire. Alors effectivement, on est moins concerné sur le scolaire, mais en tout cas sur la médecine du travail et la médecine, la médecine du travail et la prévention ou la réparation ATMP, on est quand même dans des instances articulées aujourd'hui. Alors peut-être pas assez, peut-être pas suffisamment. Mais aujourd'hui, vous avez un PST 5, par exemple, un plan santé-travail 5, qui donne le même socle d'orientation et d'objectifs pluriannuels et à la médecine du travail, et à la branche ATMP, et au régime agricole, à la prévention ATMP du régime agricole. Et donc, on a quand même un document structurant, fondateur, qui nous donne des priorités, des enjeux. Alors, c'est large et c'est un document politique, mais enfin, c'est aussi un document stratégique pour l'ensemble des opérateurs derrière, qui concourent à la prévention en particulier de la sinistralité.
Ce PST5, il se décline en régions. Dans chaque région, il y a des plans régionaux santé au travail, des PRST, qui sont des instances avec les partenaires sociaux, collège représentants employeurs et représentants salariaux, avec les services de santé au travail qui existent sur le territoire et avec la CARSAT. Et ce sont bien dans ces instances-là qu'on se remet ensemble sur nos priorisations, nos objectifs, les secteurs éventuellement sur lesquels concilier nos actions, dans le respect évidemment de nos enjeux respectifs, mais qui sont réconciliés au PST. Alors, je ne dis pas que c'est un fonctionnement idéal, je dis juste que l'organisation existe, voilà, et elle est en place. Et ces PRST font des plans d'action régionaux qui sont conjoints, qui sont partagés, médecine du travail et CARSAT. Je dirais qu'il y a même un troisième outil, ce sont les CEPOM, les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, que signe chaque CARSAT avec, sur son territoire, la DRETS et chaque service de santé au travail. Et dans ces CEPOM, il y a un socle commun d'action. Ça ne veut pas dire que ce sont les uniques actions des uns et des autres, mais il y a un socle commun. Et donc, on se dit, ensemble, on va travailler pour ce CEPOM, alors c'est 5 ans la durée d'un CEPOM, on va travailler sur, alors nous, on a obligatoirement un de nos grands programmes nationaux de prévention, donc soit les TMS, soit les risques chimiques, mais on peut aussi se dire qu'on va être sur le risque routier, et obligatoirement des actions de prévention de la désinsertion professionnelle, alors qui concernent plus l'assurance maladie de notre côté, mais qui sont aussi organisées entre CARSAT et services de santé au travail. Donc encore une fois, je ne prétends pas que tout est idéal, je dis juste que les structures existent et que l'organisationnel de coordination existe. Donc ne refaisons pas en doublon, en imaginant je ne sais quoi, ou de grandes agences dans lesquelles tout le monde serait au même niveau. L'organisation ou la structuration, elle existe. Après, il faut la faire vivre, ça peut s'améliorer évidemment, mais on a de belles actions de partenariat, services de santé au travail, CARSAT, au bénéfice des entreprises, où on a un complément entre le niveau 1 de la prévention des actions de travail que forme la médecine du travail, les services de santé au travail. Ils sont d'adhésion obligatoire, ils sont présents dans les entreprises, ils sont au pied, ils connaissent les situations de travail des entreprises. Et les CARSAT, qui elles sont plutôt en niveau 2, un peu plus distantes, elles n'ont pas les mêmes effectifs non plus à disposition, et elles interviennent plutôt en ciblage de sinistralité. Donc lorsque les deux se parlent, ça peut permettre de savoir identifier les entreprises sur lesquelles on peut soit avoir des actions d'accompagnement, soit des actions peut-être parfois un peu plus coercitives. Mais ce sont des choses qui existent aujourd'hui en termes de coordination. Évidemment pas du côté de la médecine scolaire. Sur l'accès DMP, alors c'est un sujet là aussi qui dépasse un petit peu la branche AT-MP, puisqu'on a des vrais sujets de RGPD, d'accès aux données, d'autorisation préalable de l'assuré. Je ne crois pas que le cadre réglementaire soit complètement sec sur ce sujet-là, et notamment l'alimentation DMP, DST. Je crois que ça n'est pas totalement abouti. Pour le coup, je n'ai pas forcément les dernières informations à jour sur ce sujet-là. Sur les créations de nouveaux tableaux, je le disais, on a quand même des délais incompressibles sur ces procédures de création. Donc, je ne suis pas sûre que ça puisse être une solution ni idéale ni rapide à la situation de la reconnaissance des maladies professionnelles hors tableau aujourd'hui. Les tableaux qui sont à l'origine de cette charge de travail des C2RMP, donc les tableaux pour lesquels toutes les conditions ne sont pas réunies, sont des tableaux qui ne sont pas anciens, qui ont été créés relativement récemment. Les tableaux de TMS ont été élargis relativement récemment. Et ils génèrent cette charge de travail pour les alinéas 6. Donc, je me répète un peu, pardon, mais créer de nouveaux tableaux, c'est aussi prendre le risque de recharger le C2RMP. S'ils restent constitués en l'état, ils ne tiendront pas la charge. Quant à la sous-déclaration, vous avez évoqué, Madame, la fourchette conclusive de la commission sous-déclaration de 2024, qui effectivement est supérieure au montant inscrit dans ce PLFSS en maintien de l'année précédente. Alors, il y a quand même une trajectoire qui tend à atteindre la fourchette basse de la commission, puisque la trajectoire est à 2 milliards à terme. Ce qui est effectivement la fourchette basse, c'est pleinement une décision de la direction de la sécurité sociale sur laquelle la branche n'a pas d'avis légitime sur ce sujet. J'avoue ne pas avoir bien compris votre question du rapport entre la fin d'IJ à 4 ans et la sous-déclaration, puisque de fait on est sur un process très amont sur la déclaration, mais je suis à votre disposition si vous souhaitez y revenir.
Je vous confirme qu'effectivement, on a une part non négligeable de seniors dans l'augmentation des IJ, en particulier en maladie professionnelle, mais ce qui est assez logique, voilà, compte tenu effectivement de la poursuite de l'activité plus tardive ces dernières années, j'ai envie de dire au-delà de la réforme stricte de 2023, et de fait des situations de santé qui sont plus longues aussi à se résorber avec l'âge. Donc je dirais que c'est plus une question de logique qu'une question stricto sensu liée au report de l'âge de la retraite. Voilà. Et enfin, madame, j'entends bien votre sujet sur la suppression des visites de pré-reprise pour les femmes enceintes. Ça concerne la médecine du travail, hein, donc je n'ai pas spécifiquement d'avis sur le sujet, mais j'entends bien. Merci madame. Elisabeth Doineau pour la dernière question. Conclusion. Merci monsieur le président. Merci madame la directrice pour l'éclairage que vous avez pu nous apporter sur les articles qui concernent cette branche AT-MP et pour l'ensemble d'ailleurs de la gestion plus largement de cette branche. Je voulais juste vous reparler d'une commande de François Bayrou qui avait demandé au Conseil de travailler sur les économies possibles dans l'ensemble des branches de la sécurité sociale. Et il y avait chez le Haut Conseil de financement de la protection sociale quelques éléments avec 3 recommandations pour cette branche AT-MP, et je voulais savoir si ça faisait l'objet de perspectives de travaux, parce que je trouvais qu'il y avait dans ces documents un intérêt pour comment dire, moderniser la branche AT-MP. D'ailleurs, il voulait non seulement changer le titre, plutôt l'appeler prévention et santé au travail, et le mettre surtout comme acteur de la prévention des risques au travail. Et je trouvais que c'était très intéressant. Je voudrais savoir si vous avez aujourd'hui des travaux qui sont lancés sur ces perspectives, parce que je trouve que cette branche, elle mériterait effectivement d'aller plus sur la prévention et d'éviter le risque. Voilà. Je vous laisse répondre. Merci. Effectivement, je vous rejoins sur le principe même. Hein. Voilà, plus on investira en prévention, moins en prévention efficace, moins les sinistres seront déclarés, donc reconnus, et donc moins les salariés souffriront de conséquences sur leur santé et de leurs conditions de travail. Donc je ne peux que souscrire à un axe qui serait de renforcer l'efficacité de la prévention de la santé au travail. À ce stade, je n'ai pas connaissance d'engagement de travaux sur ces recommandations précisément. Merci. Nous arrivons au terme de cette audition. Nous vous remercions, madame, en tout cas pour vos réponses et les éclairages que vous avez pu nous apporter. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.